Bienvenue dans Manager l'Odyssée sur Be Smart for Change. Aujourd'hui, pas d'immersion dans le quotidien d'un manager. Je vous propose de prendre un peu plus de recul encore grâce au regard éclairé d'un chercheur. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Dehaye, chercheur en sciences de gestion à l'école de Paris du management, auteur de La transformation numérique et les patrons, les dirigeants à la manœuvre. C'est aux éditions Presse des Mines. Nous allons aborder ce que le management signifie aujourd'hui, alors que les enjeux tels que la transition écologique et la transformation technologique reconfigurent profondément nos modes de fonctionnement. Bonjour Christophe. Bonjour Alix. Merci d'avoir accepté mon invitation. Christophe, je l'ai dit en introduction, ici on ne revient pas sur votre parcours de manager. J'aimerais néanmoins qu'on évoque ce parcours atypique qui conjugue une longue carrière en entreprise et une activité de chercheur. Qu'est-ce qui vous a poussé à passer de la pratique à la théorie ? Alors d'abord, je voudrais dire une chose, c'est que quand on est petit, il y a des gens qui rêvent d'être pompier, et moi je rêvais d'être manager. Et c'est bizarre, j'ai jamais entendu quelqu'un d'autre prononcer ça, mais Comme ça. j'ai été passionné par ça, et je vais sans doute vous le raconter. Et donc j'ai voulu faire manager, puis entrepreneur, et puis j'ai fini par effectivement être tellement passionné par ces choses-là aussi, à chercher, à lire et à apprendre, que j'ai fini par être chercheur en sciences de gestion et du management, parce que c'est vraiment une vraie passion. Et c'est rigolo quand même, sans rentrer dans la psychologie de qui vous étiez enfant, mais pourquoi cette envie d'être manager enfant ? Alors évidemment, c'est parce que j'avais des exemples, et j'avais notamment un père chef d'entreprise Vous vouliez être qui a eu... Non, je ne peux pas tellement être chef, mais... Enfant, pour moi, c'est comme ça qu'on le voit, quoi. Alors justement, j'ai eu la chance d'avoir un père qui acceptait de parler et donc d'échanger très jeune. En tout cas, au moins à 14-15 ans, je pouvais déjà beaucoup parler avec lui. J'ai vu cette solitude du manager, cette instabilité face à ses aléas. Lui était chef d'entreprise ? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il dirigeait une petite industrie d'un millier de personnes, etc. Donc voilà, qui avait une ETI, comme on dit aujourd'hui, qui avait à peu près tous les problèmes de la Terre. Et pour moi, il y a un côté romanesque qui ne m'a pas lâché. Alors, ce n'est pas vrai de tous les managers, mais enfin, en tout cas, un certain nombre de managers, en tout cas ceux qui m'intéressent. Il y a vraiment un côté absolument romanesque. Et pour tout le dire, l'entreprise, déjà, il faut revenir à ce qu'est l'entreprise. Les gens imaginaient une entreprise, alors on voit tout de suite les locaux, on voit la posture, on voit un certain nombre de choses, on a l'impression que c'est solide, mais l'entreprise, c'est quelque chose de particulièrement improbable. Le fait que tout un tas de gens se mettent ensemble pour faire quelque chose dans la durée, ils passent le plus clair de leur temps. On a déjà du mal à tenir dans la durée en couple, vous imaginez à plusieurs, etc. Et il y a toutes les chances que ça ne prenne pas, il y a toutes les chances pour que ça se casse la figure au bout d'un certain temps. Donc le manager est une espèce de Sisyphe à essayer de rouler sa pierre en permanence et à avoir de grandes difficultés à partager ses doutes, parce que s'il montre ses doutes, évidemment, ça fait plutôt peur, en tout cas à au moins une partie des gens. Donc ce jeu sur la certitude de là où on va, alors qu'en fait on n'en sait pas grand-chose, si on veut être honnête, tout ça est absolument passionnant, vertigineux, et je l'ai dit, mais je le pense vraiment romanesque. Et donc, pour être précis, pour revenir sur votre parcours, où est-ce que vous travailliez avant d'être chercheur ? Alors, moi, j'ai d'abord eu un parcours complètement hasardeux dans l'informatique, alors que je n'ai jamais pondu une ligne. Donc, j'ai été dirigeant de filiale et adjoint du directeur de la stratégie d'un groupe qui est devenu Atos, qui a les problèmes qu'on connaît aujourd'hui, mais c'était il y a très très longtemps. J'en suis sorti par un essaimage, et donc j'ai créé ma première entreprise avec Atos comme co-actionnaire, et puis ensuite j'ai créé encore une ou deux autres entreprises sur de la veille technologique et stratégique. Donc c'est surtout ça qui m'a aussi amené finalement à la recherche, en parlant de plus en plus de veille, d'information, de stratégie. Bien évidemment, il y a un lien assez fort. Et puis cette passion sur ces sujets extrêmement improbables qu'est l'entreprise et comment
ça peut naître et comment surtout ça peut durer, qui est Mais comment une chose. on décide de devenir chercheur en management? Je veux dire, il y a Alors eu un d'ab switch, quelque chose, un alors, élément déclencheur, une frustration? pour frustration, je sais pas, je suis sur une chaise, pas sur un divan, donc je ne sais pas, peut-être qu'il faudrait que je Non, cherche. non, 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 mais je non, veux mais dire dans votre carrière à l'époque? Non, mais c'est une opportunité. Alors d'abord, oui, quand j'ai fait une entreprise de veille technologique qui s'appelait Documental, et je cherchais à un moment à essayer d'expliquer l'utilité qu'on pouvait avoir pour les entreprises. Et Oui. donc, j'ai commencé à rencontrer des chercheurs Mmh. pour essayer d'expliquer pourquoi ça avait un intérêt Mmh. de regarder à l'extérieur, Mmh. Mmh. de se regarder soi-même, la réflexivité, etc., etc. Et puis là, à partir de là, j'ai commencé à rentrer dans un réseau de chercheurs, des affinités, des lectures. Mmh. Et puis, à un moment, il y a eu une opportunité qui était devenue très, très progressive. Et puis, à un moment, c'est devenu Ça s'est fait parfaitement naturellement, ça. assez clair. J'ai commencé à écrire des articles sans être chercheur Mmh. académique. Et puis, finalement, voilà, on finit par se dire, bah, après tout, pourquoi pas. C'est une suite assez logique, même si ça ne paraît pas. Oui. Et alors, je le dis Si, quand si, même, maintenant que vous le dites, si. je le dis quand même, on est quand même quelques dizaines de milliers de chercheurs, enfin surtout de docteurs en sciences de gestion et du management. Mmh. 20% de l'enseignement supérieur est attribué à la gestion et au management. Mmh. Donc le marketing, c'est du management, les RH, c'est considéré comme les sciences de gestion et du management, la stratégie. Donc, en fait, nous sommes quand même très, très, très Rien nombreux, d'inédit. même si ça passe sous les radars et que Mmh. quand on dit, par exemple, à un journaliste, ah, mais le management, il y a de la recherche en management, on tombe un peu des nues. On passe notre temps à écouter à la télé. Pour parler d'entreprise, on invite quoi? On invite essentiellement des économistes Oui. qui n'ont absolument pas les outils pour savoir ce qui se passe dans les Oui, ou entreprises. des entrepreneurs eux-mêmes. Alors oui, oui, bien sûr, mais en termes sur le plan académique, on interviewe 90% Oui. des économistes. Mmh. Voilà. Et donc, pour en venir à la raison de votre venue aujourd'hui, dans l'une de vos tribunes publiées dans Le Monde en octobre dernier, vous mettez en avant une critique assez frontale du management contemporain. Et donc, cette vision, finalement, elle est nourrie par vos expériences ou ce sont des observations plus générales ou les deux? Ah, les deux. La première, alors là, pour le coup, on va parler de frustration. Une grande frustration. Je vous ai dit ma flamme pour le Le management. management. Il y a une espèce de paradoxe absolu. Le management a mangé absolument tout. Tout est management. Et tout ce qui ne va pas est un problème de management. L'école ne va pas, il y a un problème de management de l'école. La police ne va pas, l'hôpital ne va pas. C'est la caractéristique numéro un de ce qui ne va pas à Ça, c'est l'hôpital. symptomatique de l'époque. C'est ce le que vous dites. management. Non, alors, ce qui est symptomatique, c'est qu'en fait, le management est partout. Mmh. Et en fait, on ne sait pas ce que ça veut dire. On ne sait pas, on ne sait plus, on ne sait. Voilà. Et ça, c'est quand même un vrai sujet, une vraie frustration. On a des écoles de management, on fait du management, y compris dans les écoles qui ne sont pas de management. Enfin, parce que c'est partout. Et ça peut être légitime. Mais du coup, finalement. Pourquoi c'est vain? C'est surtout qu'on n'attrape plus la chose. Et donc, ce succès, quelque part, du management, qui a fini par tout manger, on n'a pas ce recul et on ne sait pas vraiment ce qu'on fait. Alors moi, la première chose déjà, c'est qu'il y a 3 sphères qui touchent à du management et qui ne se parlent pas. La première, c'est les praticiens. Bon, c'est tous ceux que vous recevez, des managers, des entrepreneurs. Eux, ils sont dans la pratique. D'accord? Et comme toute pratique, c'est un art, le management. Et alors, comme tout art, imaginez la cuisine, vous avez des petits mitrons, vous avez des gens qui font la plonge, vous avez des grands chefs, vous avez même des stars. Voilà. Donc ça, c'est l'axe très important. Il y a des dizaines de milliers de gens qui font ça. Ce sont des pratiques, des praticiens. On apprend ça un peu à l'école, on apprend ça beaucoup sur le tas. Voilà. Donc il faut de l'expérience. Il y en a une deuxième catégorie, c'est l'industrie du management. L'industrie du management, ce sont les consultants qui prennent des pratiques et qui essaient de les industrialiser, de les dupliquer, de porter un point de vue sur l'efficacité de telle ou telle pratique. Bon, ça, c'est encore une autre. Et Dieu sait qu'elle marche bien, elle aussi, ça s'est beaucoup développé. Et puis, il y a les chercheurs, donc le point de vue académique. Et
Et là, on produit des connaissances à partir d'études de cas, à partir de statistiques, à partir d'un certain nombre de choses. Enfin, il y a différentes écoles, bien évidemment. Et je vous ai dit, c'est plusieurs dizaines de milliers de chercheurs. Donc, ça fait beaucoup de monde et 3 domaines qui, en gros, ne se parlent pas. Mais c'est ce qui explique que c'est devenu un gros mot, quelque part? Alors, il y a 2 choses. C'est que déjà, il y a aussi un vécu chez beaucoup de gens, et vous l'entendez, mon manager, avec un côté un peu critique, Oui. qui ne comprennent pas tout un tas de choses. Et il y a évidemment des postures, et il y a, par moments, on peut penser, on peut le craindre, que le management soit devenu un gros mot. Typiquement, le manager, c'est celui qui ne sait rien faire pour un certain nombre de personnes. Alors qu'il y a évidemment des compétences, ça on peut y revenir, et c'est bien mon propos, et c'est bien là où j'ai une frustration, c'est qu'il y a quelque chose de tellement intéressant à expliquer, et on est tellement dans cette incompréhension qui est entre le déni et finalement la mauvaise compréhension, qu'à la fin, on ne sait plus bien où on se situe. Mais selon vous, c'est dû à des erreurs qui sont systémiques ou c'est des évolutions sociétales? De Alors quoi est-ce le fruit? c'est la faute d'un petit peu tout le monde. Si je pointe les chercheurs, par exemple, les chercheurs, on s'est répartis en un certain nombre de disciplines. Je l'ai cité tout à l'heure, la gestion marketing, la gestion financière, la gestion des ressources humaines, la gestion logistique. Il y a plein de raisons à ça. C'est que comme les choses sont compliquées, évidemment, il faut se spécialiser, il faut aller. Mais alors du coup, on perd de vue l'ensemble. Et si je vous dis, mais c'est quoi qui réunit à toutes ces disciplines entre elles? Qu'est-ce que c'est que la gestion, qui est la traduction de management, je vous le rappelle? C'est quoi la gestion? Voilà. Il y a beaucoup de monde qui serait quand même bien en peine. La gestion, c'est fondamentalement de l'organisation. Qu'est-ce que c'est que de l'organisation? C'est de prendre les choses ou les gens, de les séparer pour les rendre plus efficaces d'une certaine manière, mais évidemment, si on les sépare, il faut les réunir, donc on passe notre temps à séparer d'une autre manière que c'était avant, pour les réunir, alors on les coordonne, on a plein de solutions pour réunir après avoir séparé, et ça, c'est pour avoir quelque chose de plus efficace à la sortie. Et pourquoi on ne le fait pas alors? Ah mais si, on le fait, on le fait, mais on le fait sans le dire, on le fait mal, on ne l'explique pas forcément bien, donc les gens sont perdus, y compris parfois les managers, même peut-être parfois les chercheurs, pourquoi pas. Et donc c'est dans cette espèce de maelstrom qui est quand même un vrai problème, puisque, je vous l'ai dit avant, tout est management. Et donc, si on revient au mot d'un certain nombre de choses, effectivement, la santé aujourd'hui, pour prendre que celui-là que tout le monde connaît, c'est incontestablement. Mais donc c'est une erreur de penser pas que tout bien est managé. management. C'est parce que c'est pas bien managé. Et donc, c'est pas plus de management, c'est ce qu'on a essayé de faire. Alors, ça s'appelle le New Public Management. Depuis les années 80, on essaye de dire on va faire comme dans le privé. Donc, en supposant que le privé a les bonnes recettes de management, on va les appliquer au public. Bon, on voit le résultat. En fait, il y a eu plusieurs couches de New Public Management. À l'arrivée, bon, on ne sait pas ce qu'on fait. Parce qu'il y a vraiment des choses très, très, très différentes qui s'affrontent et qui font qu'à la fin, tout pourrait être légitime unitairement, mais on perd le sens de tout ça. Et c'est bien l'absence de sens qui pose un problème à plein de gens aujourd'hui. Où on va? Pourquoi est-ce qu'on se sépare de telle entreprise? Ça faisait 20 ans que j'étais là, et puis d'un seul coup on me dit que je suis vendu. Pourquoi? Comment? Il y a des raisons à tout ça, qui ne sont pas forcément exclusivement des problèmes de profitabilité immédiate. Des fois ça l'est, bien sûr. Mais ça peut être beaucoup plus complexe que ça, mais ce n'est pas expliqué. Et justement, quand on parle de management en crise, par exemple, on imagine souvent des cas extrêmes de maltraitance, de déconnexion avec les équipes. C'est aussi votre constat ou le problème, c'est plus diffus, c'est plus structurel? Comme on ne sait pas ce que c'est que le bon management, il est bien évident qu'on a forcément, et dans tout métier, il y a du mauvais quelque chose. Et alors, vous pouvez le définir, vous, aujourd'hui, le bon management? Alors, je vais finir. Donc forcément, il y a du mauvais management, et je vais même plus loin, il y a clairement du management toxique. D'accord? Une partie du problème du management, c'est que le manager est potentiellement à la fois juge et partie. Ce qui, dans beaucoup de systèmes, montre que c'est un problème. Voilà. Donc, c'est ça. Sinon, donc il y a des managers, heureusement pas très nombreux, mais qui font beaucoup de dégâts, qui managent pas bien et qui, en l'occurrence, n'assument pas la responsabilité de leurs actes et se défaussent
sur les collaborateurs, sur les collègues, sur que sais-je encore, qui mettent plein de choses sur le tapis. Tout ça, ça se sait, c'est connu. Alors, pour le coup, sur le plan Oui, académique, il y a une longue littérature. Oui. Et dans la vie de tous les jours, tout le monde en parle. Dans Beaucoup plus qu'avant même. Oui, et dans une réorganisation, tu vas chez qui? C'est l'angoisse. Mhm. Sur les problèmes de toxicité, etc., ça va jusque-là de temps en temps, vous avez effectivement des entreprises qui ont été pointées du doigt par des audits en disant, dans des cas de suicide, il y a vraiment eu à la fois là, des c'est individus, extrême. oui, c'est extrême, mais ça existe. Mm. Donc ne commençons pas par dire que ça n'existe pas, Non, ou bien que c'est sûr. un problème individuel. Bien sûr. Et je vous demandais si le problème était plus C'est la diffus, dérive. plus structuré. Oui. C'est la dérive. Quand on ne sait pas ce qu'on fait vraiment, forcément qu'on laisse la possibilité de se développer dans une proportion supérieure à ce qui devrait être normal, d'un mauvais management, voire d'un management toxique. Et ça, c'est un vrai sujet. Je reviens sur le management, la définition du management. Il y a plein de gens qui pensent que management égale leadership. C'est sous-entendu comment je dirige les gens, Prendre comment des décisions. Non, le management, c'est gestion. Gestion, management, c'est vraiment c'est un synonyme. La gestion des choses et la gestion éventuellement des gens. D'accord. Évidemment, quand il y a un impact sur les individus, il faut faire attention aux individus, c'est la moindre des choses. Donc, il y a une compétence sociale, voire psychologique, absolument indispensable pour les managers. Alors, qui est négligée par certains et qui est survalorisée par d'autres. Regardez le développement des coachs en management, qui pour l'essentiel ont des bases plutôt psychologiques et qui souvent réduisent leur action positive à l'interaction, à la posture, une fois de plus, ce qui est important et qui d'ailleurs n'est peut-être pas appris dans les écoles de management, encore que c'est des choses échangées, mais fondamentalement, vous voyez bien que ce n'est qu'une partie du problème. Et donc à chaque fois, on fait des choses intéressantes, mais on n'a jamais la big picture. Et donc, on se dit, le nombre de fois où on va dans des formations tout à fait intéressantes, on se dit, mais comment je vais intégrer ça dans ma pratique quand je vais revenir avec mes collègues qui n'ont pas suivi la même formation, etc. etc. Et justement, vous parlez de paradoxes dans le management actuel. C'est quoi les plus emblématiques selon vous? Alors, il y en a énormément. J'ai envie de dire, c'est presque un sujet paradoxal par essence. Mais typiquement, regardez, le management, je parlais d'organisation. C'est fondamentalement de l'organisation. L'organisation, nos amis anglo-saxons ont deux manières de décliner et qui aident à comprendre. C'est organizing, la fonction organisante, et organisation, les organisations, c'est-à-dire les entreprises, mais aussi les associations, mais aussi. Donc vous voyez que là, on a déjà, alors ce n'est pas forcément un paradoxe, c'est plutôt une ambiguïté, qu'on a déjà un mal fou à expliciter. Dans la façon dont on qualifie les choses. Le problème fondamental du management, c'est qu'on s'adresse à de l'efficacité. On est sur de l'action collective organisée dans le but de quelque chose, qui n'est pas forcément le profit. Quand on le fait dans une association, c'est pour une finalité parce qu'ici, j'allais dire, on ne reçoit pas que des entreprises qui ont des objectifs de croissance. Bien sûr, non, mais je parle d'organisation au sens large, et d'ailleurs un service public, pourquoi je citais tout à l'heure la police, la justice, évidemment qu'il y a du management, ça doit être managé. Donc on a tous ces aspects-là, et sur lesquels, si vous voulez, si vous ne donnez pas la ligne d'horizon, le temps, il est absolument impossible de définir l'efficacité de quoi que ce soit. Ce qui est efficace à aujourd'hui pourrait être inefficace dans un mois ou dans 10 ans. Ça, c'est pareil. Quand on prend des décisions, à quel horizon la décision a été prise? On ne l'explicite jamais. Donc, on ne comprend pas. Les gens se disent, moi, ça fait 20 ans que je suis là, donc évidemment, et puis ils se projettent à encore 10 ans avant d'être en retraite, etc. Donc, pour eux, leur mode naturel, c'est à la fois le quotidien et puis la décennie. Oui. Si la décision a été prise sur l'exercice ou sur les 3 ans qui viennent parce que c'est le plan stratégique, on voit bien que, et que ça n'a pas été dit, forcément, on ne se comprend pas.
Avec l'arrivée des nouvelles générations sur le marché du travail, le management est souvent, jugé trop rigide. Est-ce que c'est, quelque chose que vous partagez? Je sais pas. Quand on parle de ça, j'ai quand même beaucoup de mal à comprendre de quoi on parle. Pourquoi? Parce que si vous voulez, vous connaissez le film Hibernatus avec De Funès, hein, quelqu'un qui est pris dans les glaces et qui se réveille 100 ans plus tard, et puis Oui. alors là, il ne reconnaît plus Oui, rien. oui. Aujourd'hui, ce n'est pas 100 ans. C'est vous prenez quelqu'un, vous l'hibernez 20 ans, vous le remettez dans la même entreprise, je dis bien la même entreprise, pas une autre. Oui. Il est incapable de fonctionner. On ne se rend pas compte à quel point les choses ont bougé. Ce qu'aujourd'hui on considère comme insupportablement hiérarchique est déjà incroyablement transversal pour la même Pour entreprise. oui. Donc, ce sont des ressentis par rapport à quel référentiel? Par rapport à la start-up? Oui, peut-être. La start-up qui a 0 client, qui est en train de se chercher, etc. À la belle affaire, oui, bien sûr qu'elle est agile. Elle peut prendre tous les engagements qu'il faut pour avoir son premier client. Je vous fais noir aujourd'hui, ah, vous voulez du gris, pas de problème, je vous fais gris. Ben, quand vous avez des centaines de clients, quand vous avez des milliers de personnes, etc., vous ne pouvez pas faire ce genre de choses. Mmh. Donc, on a des confrontations de référentiels, effectivement, qui se perturbent. Néanmoins, il faut se poser la question puisque Oui, non, mais je ne dis pas le contraire, mais incontestablement, si Mmh. vous regardez l'histoire, c'est pas vrai que les choses, enfin, qu'on est encore sur des modèles qui sont des modèles d'il y a 20 ans. Et alors, je vais aller beaucoup plus loin. C'est qu'on a l'impression que, alors là, c'est le pire. Pour moi, c'est une catastrophe absolue. On a l'impression que le management est dans une espèce d'amélioration. On va vers des formes plus ouvertes, plus responsabilisantes, etc., etc. Mais le management, ça a au moins 2 siècles. Euh, on vous avez cité tout à l'heure l'école des mines. vous voulez dire quoi? Que tout ça, c'est du storytelling, que c'est Ah, marketing? non, mais je peux vous donner des textes qui ont 2 siècles de gens qui s'intéressent à des organisations responsabilisantes. C'est-à-dire qu'il y a eu comme un bug. On a perdu, d'un certain point de vue, un rapport au management de proximité, la compréhension des hommes, etc. etc. Ça s'est fait, évidemment, avec des gens comme Taylor, avec un certain nombre de trucs. Mais avant ça, il y avait déjà des gens qui théorisaient le management. Donc en fait, on revient aux sources. Oui, alors ça, c'est pas forcément très grave, mais quand Mmh. on imagine qu'avant, c'était les âges sombres du management, c'était Cosette, il n'y avait que ça. Alors, je ne dis pas que ça n'existait pas, hein, mais euh, pour ceux qui voudront s'intéresser, etc., bah, vous pouvez lire le rôle de l'ingénieur social, vous le trouverez sur Internet, vous verrez, ça doit dater de 1880, bon, et vous reconnaîtrez aujourd'hui des organisations qui pourraient s'appeler responsabilisantes. Mmh. Dans les années 70, tout ce qu'on dit aujourd'hui existait aussi, alors d'une certaine manière très politisé, et ça s'appelait l'autogestion. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour évoluer vers des organisations plus responsabilisantes. Si on prenait le vocabulaire des années 70, aller tous vers l'autogestion, je pense que d'un seul coup, beaucoup Mmh. moins de monde serait favorable. Donc, Néanmoins, on fait plus attention à l'humain aujourd'hui qu'avant. Il y a une, ah bah c'est un fait. si c'était général, En tout cas, on en serait il y a très une heureux. injonction à le faire qui Alors, il y a n'existait une, pas à l'époque. alors, il y a une injonction à faire. Est-ce que le management bienveillant, euh, par exemple, pour citer quelque chose de sérieux, solide, etc., forcément, c'est positif, on ne peut être que d'accord. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire derrière? Euh, Et sur, que c'est sur- qu'un sur quelle vernis. base, sur quelle base, j'ai envie de dire, scientifique, ça s'appuie? Bah, c'est intéressant, mais je ne suis pas là pour le contester. Mmh. Je dis, ça avait déjà des existences avant. Est-ce que c'est un mot qui en chasse l'autre? Mais incontestablement, il ne faut pas opposer la performance, qui est le sujet numéro un du management. On fait des choses pour avoir une certaine forme d'efficacité ou d'efficience ou de création de valeur, indépendamment de savoir comment on se la répartit derrière, etc. Ça, c'est ce qui fait le corps de la gestion.
du management. Et alors justement, la question de toutes les questions, comment un bon manager trouve le juste milieu, le bon équilibre entre la souplesse et la prise de décision d'autre part? Eh bien, je crois que là, on commence à toucher au cœur du sujet. Oui. Oui, le management, c'est pas fait pour des gens qui veulent des certitudes, etc. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a que du gris. Du gris Il faut foncé, du accepter gris d'être dans le clair, doute etc. permanent. Dans le doute permanent et dans l'équilibre, dans la recherche d'équilibre. Et donc, quand vous assénez que c'est ça, la vérité, etc., c'est déjà une erreur managériale totale. Changez la ligne d'horizon et votre résultat ne sera pas le même, déjà. Et ensuite, c'est une appréciation, et c'est là où il faut de l'expérience. Le management, en partie, je suis désolé, ça repose sur un minimum d'expérience. Alors l'expérience, on peut l'acquérir quand même par des lectures, bien évidemment, mais il faut se poser plein de questions pour arriver à juger de différentes manières. Si vous ne voyez les choses que d'une certaine manière, mais vous n'avez aucune chance de faire un bon équilibre. Il faut regarder les choses de C'est-à-dire différentes manières. Donc il faut du... consulter d'autres personnes aussi, avoir des mentors, Alors, des par référents. exemple, mais il faut tout problème doit pouvoir se regarder de différents points de vue. Ça, c'est la base. Combien de fois, dans une réunion, on s'est interdit de le faire parce qu'on veut une solution, et celui qui pose la question, mais est-ce qu'on s'est déjà bien compris sur le vocabulaire? Non, on ne peut pas poser ce genre de questions. Bien évidemment, il faut avancer, il ne faut pas faire retarder tout le monde, etc. Mais on voit bien qu'on a cette difficulté qui est, on devrait en permanence se poser la question de l'équilibre. Est-ce que ma décision est équilibrée? Et équilibrée à quel horizon? Et équilibrée pour qui? Équilibrée pour quoi? Et c'est quoi une décision équilibrée? Ça, c'est un jugement qui est forcément partiel. Mais le moins partiel il peut être, mieux c'est. Et plus il peut être partagé, et plus évidemment il est facile à comprendre et facile à appliquer. Et à ce moment-là, on retrouve du sens. Si je vous explique que ça, c'est l'équilibre qu'on peut percevoir pour aujourd'hui, et c'est ce qu'on cherche à résoudre pour aujourd'hui, mais que ça ne veut pas dire que cet équilibre sera durable et qu'il va falloir, on peut même dire le contraire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'entreprise, c'est quelque chose en déséquilibre permanent et qui a toutes les chances de se casser la figure. Malgré les beaux immeubles, les belles usines en dur, etc. C'est tout à fait improbable comme chose. Des centaines ou des milliers de personnes qui vont travailler pendant des années sur et le sujet va changer, les gens ont des vies privées, tout va changer. Comment on fait encore du lien? C'est mystérieux, c'est absolument incroyable. Vous parlez du sujet de l'entêtement chez un manager. Vous pensez qu'un manager doit partager ses doutes, ses erreurs, parfois, à ses salariés? Alors, certainement pas tous. Alors, certainement pas tous ces doutes, c'est certainement pas à tout le monde tout le temps. Maintenant, oui, il y a forcément une prime, je pense, quand même, à ne pas cacher sciemment trop de choses. Et donc, là, on revient à un problème d'équilibre. Après, il faut que le manager soit lui-même équilibré, et donc il y a des astuces pour que il ne soit pas tout seul, parce que là, c'est vraiment très déstabilisant d'être dans cette recherche d'équilibre, de ne pouvoir pas en parler à tout le monde, tout le temps, etc. Donc, comment le manager lui-même essaye de trouver un équilibre personnel, ça, c'est une question fondamentale, parce que s'il n'est pas équilibré lui-même, il va avoir évidemment beaucoup de mal à assurer cette fonction de recherche d'équilibre et de partage de cet équilibre collectif. Merci beaucoup. Merci, c'est déjà la fin de cet entretien. C'est passé très vite, Christophe Dehaye. On aurait pu continuer longtemps. Merci pour cet éclairage. Votre vision et vos propositions ouvrent de nouvelles perspectives. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Manager l'Odyssée.